Bonjour, bonjour à vous. Bienvenue à ce balado en lien avec la journée Belle Cause pour la cause qui célèbre cette année sa 15e édition. J'ai le bonheur et le privilège de m'entretenir avec Sonia Lupien. Qui est-elle? Là, j'ai vraiment besoin de mon carton parce que des titres, en voulez-vous, en v'là. Elle est d'abord docteure en neurosciences de l'Université de Montréal. C'est là qu'elle a obtenu son doctorat. Elle est également titulaire de la chaire de recherche du Canada sur le stress humain. Elle est aussi la fondatrice et directrice du Centre d'études sur le stress humain qui a pour mission d'éduquer le public sur les effets du stress sur le cerveau et le corps en utilisant des données validées scientifiquement. Et je prends encore un souffle pour vous dire qu'elle étudie le mécanisme du stress, son effet sur la performance et la mémoire depuis plus de 30 ans. Je pense que c'est ce qu'on appelle maîtriser son sujet. Sonia Lupien, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui. On va aborder la thématique du stress en général aujourd'hui. Et c'est une question qui a peut-être l'air un peu anodine, peut-être un peu simple, mais qu'est-ce que c'est que le foutu stress, Sonia? Bien, je vais commencer par vous dire ce que c'est pas. OK. Parce que le trois quarts des gens, quand on fait des sondages, vont nous dire que le stress, c'est la pression du temps. On se sent stressé quand on n'a pas le temps de faire toutes les choses qu'on voudrait faire dans le temps qu'on s'est alloué. Or, le stress n'est pas du tout la pression du temps. Le meilleur exemple, si ça l'était, comment expliquer, par exemple, qu'on est stressé quand on va chez le dentiste? Comme je dis toujours, c'est quand même pas la technicienne qui va nous lancer sa chaise, là. Et donc, la vraie définition scientifique du stress, c'est pas compliqué, c'est une réponse du corps à une menace qui est perçue par le cerveau. Donc, la première chose qu'il faut comprendre, c'est que la première job de notre cerveau, c'est de nous sauver la vie. C'est la survie de l'espèce. Le cerveau, son but, c'est pas qu'on soit heureux, c'est pas qu'on soit malheureux, c'est qu'on survive. C'est aussi simple que ça. Okay. Et donc, le cerveau est un détecteur de menaces. C'est ça, sa job. Donc, à chaque fois que le cerveau détecte une menace, bien, il va activer un système très complexe que je ne résumerai pas, qui va éventuellement mener à la production d'hormones de stress. Et ces hormones de stress-là vont nous permettre de faire les deux seules choses qu'on peut faire devant une menace, la combattre ou la fuir. Maintenant, pourquoi on produit ces hormones-là? Parce que dans les deux cas, qu'on décide de combattre la menace ou de fuir, on a besoin d'une seule chose, d'énergie. C'est ça une réponse de stress. Quand on voit quelqu'un faire ça, ça veut dire, OK, là, on vient d'avoir une réponse de stress, on ne le voit pas toujours. Oui, mais donc, des fois, on peut s'écrouler sous le stress, non? On peut... oui, parce que ce dont je te parle actuellement, c'est ce qu'on appelle un stress aigu. OK. Donc, tu vois le mammouth pour la première fois, tu as un stress aigu. Si, par contre, à chaque fois que tu sors de ta grotte, tu rencontres un mammouth, qu'est-ce qui va arriver? C'est que la veille, avant de sortir de ta grotte, tu vas dire, il va y avoir un mammouth. Tu vas tomber en ce qu'on appelle un stress anticipatoire. Et là, quand tu vas sortir, tu vas dire, ça y est, il y a des mammouths. Donc, tu risques éventuellement de tomber en stress chronique. Et là, on va avoir des effets plutôt délétères. Maintenant, ce qu'il faut comprendre avec ces fameuses hormones de stress, finis mon histoire. Oui, je suis donc, elles sont produites pour te donner l'énergie, pour tuer ton mammouth ou partir à courir s'il est trop gros. Pourquoi c'est devenu intéressant pour les chercheurs? Parce que ça, en soi, c'est intéressant, mais pas tant que ça. C'est devenu intéressant quand les chercheurs ont montré une deuxième chose. Ils ont montré que les mêmes hormones que tu produis pour tuer ton mammouth ou partir à courir s'il est trop gros, à l'intérieur d'une période de 10 minutes, c'est rapide, là, elles vont remonter au cerveau. On n'aurait jamais pensé que ça remontait au cerveau, parce que les hormones sont produites en bas du cou. En général, on pense que ça reste là, mais ça remonte. OK. Et ils ont montré que quand les hormones de stress remontent au cerveau, elles ont une préférence marquée pour les régions du cerveau qui sont impliquées dans l'apprentissage et la mémoire. C'est pour ça que ça peut jouer sur notre performance et sur notre capacité de réguler aussi nos émotions. Puis c'est là qu'on a commencé, nous, les chercheurs, à dire, OK, 1 + 1 = 2. Se pourrait-il que le stress aigu, le stress chronique ait des effets non seulement sur la performance, mais aussi sur la santé mentale, d'où l'intérêt de ce domaine de recherche depuis 30 à 50 ans. Là, tu as le droit de me traiter de niaiseux. Je ne ferai jamais ça. Mais je pensais vraiment que c'était une denrée un peu intangible, le stress, que c'était le poids, le fardeau de la vie. Alors que là, tu me décris que c'est littéralement, ça existe, c'est concret. Oui. Et tu sais, en 2015, la plupart des chercheurs au monde qui travaillent sur le stress, on a fait un congrès pour essayer d'éliminer le mot stress de notre monde scientifique, parce que le stress a tellement été pris à toutes sortes de sauces dans les réseaux sociaux. Puis ça, les gens, ils savent plus c'est quoi le stress, puis je les comprends. Et donc, on s'est dit, nous, on étudie la vraie bébite, là, on va y donner un autre terme, puis on s'est rendu compte qu'on n'allait pas aider personne si on y donnait un autre terme, mais absolument. Et souvent, les définitions qu'on va donner du stress, je comprends que les gens ne comprennent rien. Par exemple, une des définitions très populaires, qui est très logique, mais qui, dans le fond, ne dit rien, c'est le stress, c'est un débalancement entre les ressources et les demandes.
Ouais, OK, mais si moi, je parle à Mme Gendron dans son sous-sol avec 4 enfants, pas d'auto pour aller faire le marché le samedi matin, puis je dis pas compliqué, Mme Gendron, vous souffrez d'un débalancement entre les ressources et les demandes. Il n'y a pas grand-chose que Mme Gendron peut faire. Et donc, vraiment, on a eu besoin en sciences de décortiquer, on va le voir dans nos suivis, de décortiquer morceau par morceau, c'est quoi cette grosse réponse de stress en se disant, on va finir par être capable de dire quelque chose d'intelligent au monde pour les aider à gérer la bébite. Est-ce que ça fait en sorte que les stresseurs, donc, sont infinis ou il y a des catégories qui les recoupent? Bien, voici le problème auquel on faisait face, puis c'est la deuxième chose dont on parlait. Comment ça se fait que c'est pas tout le monde qui répond à un stresseur de la même façon? Bien, parce que ça, c'est le problème qu'on a eu. C'est-à-dire que si je prends 2 personnes dans mon labo, puis j'amène ces 2 personnes-là, puis je les expose à la même situation stressante, OK? Bien, il y en a une qui va avoir une réponse de stress, c'est-à-dire elle va produire des hormones de stress, comme j'ai décrit, puis l'autre, pas du tout. Puis c'est ça qui faisait qu'on se disait, mais comment on va faire pour savoir ce qui stresse le monde? Il n'y en a pas 2 qui répondent de la même façon. Et jusqu'au jour où les chercheurs se sont dit, OK, mais il doit bien y avoir des caractéristiques d'une situation qui vont faire que peu importe qui on est, l'âge qu'on a, le travail qu'on fait, on va stresser, c'est-à-dire qu'on va produire une réponse de stress. Et ils ont cherché ça pendant une bonne vingtaine d'années. Puis, au bout des 20 ans, ils ont montré qu'effectivement, il y a 4 caractéristiques d'une situation qui vont faire que peu importe qui vous êtes, où vous êtes, l'âge que vous avez, le travail que vous faites, bam, vous allez produire cette réponse de stress-là. Et je mets au défi quiconque écoute cette capsule de trouver une situation dans sa vie qui le stresse et qui ne peut pas expliquer par au moins l'une des 4 caractéristiques. Ça ne va pas arriver. Je t'écoute. Alors, ce qui est important, c'est la situation stressante ne doit pas avoir nécessairement les 4 caractéristiques pour que tu aies une réponse de stress. Plus il y en a, pire c'est. OK. Alors, pour qu'une situation génère une réponse de stress, il faut avoir l'impression, c'est important ça, l'impression qu'on n'a pas le contrôle sur la situation. La situation doit être imprévue ou imprévisible. Elle doit être nouvelle. Et notre ego, notre personnalité doit se sentir menacée. L'exemple que je donne toujours, c'est par exemple quelqu'un qui remet en question ta capacité de bien faire ton travail à la machine à café le mardi matin devant les collègues. Ça arrive jamais, le petit feeling que tu as en revenant à ton bureau, là, c'est ça. Ça, les 4 caractéristiques, on utilise l'acronyme CINE pour que les gens s'en rendent compte. Rappelez-vous, le stress, c'est du CINE, contrôle faible, imprévisibilité, nouveauté, ego menacé. Ici, au Québec, en 2025, c'est ça qui nous stresse. D'accord? Maintenant, il y a un deuxième type de menace, c'est ce qu'on appelle des menaces absolues. Donc, des stresseurs absolus. C'est un stress absolu, c'est une menace réelle pour notre survie. Quelqu'un rentre ici et crie au feu. On ne peut pas commencer à jaser ce qu'on devrait faire, on est parti. On n'en a pas beaucoup de ça ici, mais si toi et moi, on était au moment où on se parle sur le terrain de guerre en Ukraine, toi puis moi, on est en stress absolu. Absolument. Et c'est cette réponse de stress absolu qui va nous sauver la vie. Et forcément, si je reviens dans les 4 catégories que tu mentionnais, plus il y en a qui se recoupent ou plus le stresseur en inclut, plus ta réponse va être forte. Exactement. Donc aujourd'hui, au Québec, nous, c'est vraiment du ciné qu'on a. Bien sûr, si tu as un enfant malade qui risque de mourir, tu es en stress absolu. Mais en général, quand on parle de stress dans nos sociétés contemporaines qui ne sont pas en guerre, on parle de stress relatif. C'est quoi, Sonia, les impacts du stress prolongé sur un être humain, sur son corps, sur son cerveau? Oui. Il y a eu beaucoup d'études qui ont étudié les effets du stress chronique sur le corps. Puis bon, il y a plein d'effets qui ont été observés. Mais moi, ceux, je pense, qui vont être d'intérêt, ce sont les effets du stress pour augmenter la vulnérabilité à développer certains désordres comme la dépression, l'anxiété, l'épuisement professionnel. Puis j'ai passé une bonne moitié de ma carrière là-dessus parce que voici où l'histoire devient intéressante. Rappelle-toi, je t'ai dit, quand le cerveau détecte une menace, soit du ciné ou une menace absolue, c'est la même chose. Quand le cerveau détecte une menace, il va produire des hormones de stress. Ensuite, je t'ai dit, ces mêmes hormones de stress-là vont remonter au cerveau. Et là, lorsqu'elles remontent au cerveau, elles ont une préférence marquée pour les régions du cerveau impliquées dans la mémoire ou dans la régulation des émotions. Et c'est là qu'on a commencé à dire, OK, voici comment ça marche, parce que la réponse de stress aiguë, elle est là pour t'aider à survivre. Bam, tu vas survivre, puis tu vas t'en sortir. Tu risques de te faire frapper par un autobus, tu vas te retrouver sur le trottoir. Ce mouvement-là que tu as quand ça fait mal ici, ça, c'est une réponse de stress qui vient de te sauver. Le fameux instinct de survie, un peu. Maintenant, si tu es en stress chronique, je sais pas, moi, tu as une cause de divorce qui finit plus, une pandémie, etc., bien, sache qu'à chaque fois que ton cerveau va détecter une menace, à chaque fois qu'il va détecter du ciné, il va produire des hormones de stress. À chaque fois. Il ne dira pas, ben non, c'est juste la pofile de la machine à café. Ben non, parce que sa job, c'est d'assurer la survie. Fait qu'il va dire, non, prends pas de chance. Donc, à chaque fois que tu as une menace, tu produis.
Puis rappelle-toi, à chaque fois que tu produis, ça remonte. Alors, si tu es dans un stress chronique, tu produis, ça remonte. Tu produis, les hormones remontent. Et là, ce qui va arriver, c'est qu'à force de remonter à ton cerveau jour après jour après jour, plusieurs fois par jour, à la longue, ces hormones de stress-là vont modifier la façon dont tu vas interpréter la prochaine situation de telle sorte que tranquillement, pas vite, le verre va commencer à être à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Ah, Et c'est ouais. comme ça que des bébites comme la dépression, l'anxiété, l'épuisement professionnel vont se développer. Quiconque qui écoute cette capsule-là puis qui a dans son entourage quelqu'un qui souffre d'une dépression, anxiété ou burn-out, le sait. Ils ne pensent pas comme nous. Et c'est pas volontaire, c'est le cerveau qui dit « OK, il y a des mammouths partout, il faut que je m'organise. » Et donc, ils vont développer ce qu'on appelle un biais, BIAS, attentionnel vers la menace. Ils vont voir juste le négatif parce que le cerveau est toujours aux aguets. Et tu dis quoi à celles et ceux qui t'auraient dit « Ah ben non, mais je m'endurcis, moi, face à ça, parce que je le reçois à répétition, plutôt que de crouler sous la pression du stress, je vais m'endurcir, je vais le voir venir, puis je vais être plus solide. » Bien sûr qu'on l'a étudié. On l'a étudié chez les rats parce qu'on ne peut pas stresser de façon chronique des humains. J'aimerais bien, mais je serais en prison. Fait qu'on peut pas. Alors, on va le faire chez l'animal, par exemple. Chez l'humain, on va utiliser des expériences de la nature. On va laisser la nature stresser les gens pour nous. La pandémie, on n'a pas haï ça, nous, les chercheurs sur le stress. Mais bref, ça a été fait chez l'animal. Et on dit, OK, si je stresse un animal, un rat, par exemple, de façon chronique, la réponse de stress, ça va finir par s'habituer. Alors, j'ai une collègue aux États-Unis qui a fait ça. Puis là, tu stresses ton rat avec toujours le même stresseur à tous les jours. Et effectivement, tes hormones de stress qui sont très élevées la première fois vont diminuer. Toudou, 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 toudou. Et là, tu vas dire, c'est merveilleux. Ben oui. Parce que là, le système s'est habitué. Le système est beaucoup plus intelligent que ça. Parce que le système s'est habitué à ce stresseur. Le prix à payer, c'est que l'organisme devient plus réactif à n'importe quel nouveau stresseur. Oh. Et donc, si tu rentres un autre stresseur quand le système s'est habitué, moi, j'ai vu des rats sortir d'une cage, sauter comme ça, parce que justement, ils sont tellement réactifs. Et ça explique ce qu'on voit chez l'humain. Un humain qui est en stress chronique, mettons une cause de divorce qui finit plus, c'est toujours le même stresseur. La réponse de stress risque de s'adapter un petit peu. Mais la personne va devenir hyper réactive, pam, à n'importe quel autre stresseur. Ça explique Chantal, la réception, qui est toujours de bonne humeur. Puis à un moment donné, tu arrives un matin, tu lui donnes une joke habituelle, puis elle va avoir ce qu'on appelle la colère spontanée. Tu sais, quand les deux fils se touchent, bien, ça, c'est souvent un signe qu'on a un système qui est sous stress chronique, puis là, on devient réactif à n'importe quoi d'autre. Justement, tu parles de signes. L'individu qui subit ces stress chroniques-là ou l'entourage, avant d'atteindre le fameux burn-out ou la dépression, est-ce qu'il y a des signes qu'on peut percevoir comme individu, comme entourage de cette personne-là, pour court-circuiter la chaîne puis éviter de se rendre jusqu'à la dépression? Oui, mais ce qui est fascinant avec le stress, c'est qu'étant donné, puis c'est pour ça que je travaille tellement fort à faire du transfert de connaissances sur le stress, c'est que je me rends compte que les gens, ils savent pas vraiment c'est quoi le stress et donc ils ont tendance à l'accumuler. Hein, ils font rien pour le ventiler au fur et à mesure qu'il arrive. Et là, ils vont l'accumuler. Puis évidemment, le mur au bout du chemin, ça va être une dépression, une anxiété. Puis ils ne savent pas qu'ils s'en vont là-dessus. Alors, évidemment qu'il va y avoir des signes, un signe de fatigue mentale. Hein, une espèce de... Puis un autre signe, on va peut-être en parler dans la capsule sur le stress et la mémoire. On n'est plus capable de savoir autour de nous ce qui est important puis pas important. On a une espèce de fatigue de cerveau, Notre fatigue jugement mentale. est altéré un peu. Et le premier signe d'un épuisement professionnel, tu sais quoi? C'est le cynisme. Ah ouais? Ouais, mais ça, c'est très clair. Quand on commence à devenir cynique, au début de notre job, on était super impliqués, motivés. Et là, soudainement, on va commencer, ça sert à rien, et oui, on sait bien, les patrons, ils vont jamais nous donner la reconnaissance, etc. Et donc, on va avoir une espèce de fatigue émotionnelle qui va arriver. Et les gens le savent intuitivement. Les gens le sentent intuitivement, mais ils ne vont pas y croire, puis c'est ça qui va faire qu'ils vont tomber en bout de ligne. Dans le contexte des neurosciences, c'est quoi les facteurs, je dirais individuels, là, des facteurs de génétique ou encore environnementaux qui vont influencer la façon dont on va chacun et chacune répondre aux stresseurs? Oui, bien, il y en a plein. On a étudié la génétique. Hein? On s'est dit, ça y est, il y a du déterminisme génétique, bien peu. En fait, la génétique ne joue pas tant que ça. Non, pas du tout. Tant mieux, je trouve ça merveilleux. Alors, tant mieux. Bien sûr... On repart à zéro à chaque fois. Ben oui, puis évidemment, la façon dont on est élevé, parce que si on a des parents anxieux qui voient des menaces partout puis qui nous disent « sors pas, c'est grave », bien là, à un moment donné, on risque, parce qu'on appelle ça un apprentissage vicariant, de développer la même peur. Mais moi, ce dont je voudrais te parler ici, pour que les gens comprennent un peu leurs différences, on s'est rendu compte rapidement que les gens ont des grandes différences dans la résistance au stress.
OK? Et là, c'est pas binaire, c'est comme un continuum. Fait qu'à un bout du continuum, tu as des gens qui ont des très, très faibles résistances au stress. Donc, ça leur prend pas grand-chose pour s'activer. Je te donne un exemple dans mon labo. Écoute, il y a des gens que j'emmène dans mon labo pour les stresser. Écoute, j'ai même pas commencé à les stresser. Ils font juste rentrer dans le labo, puis sur le mur, c'est écrit « Centre d'études sur le stress humain », puis là, ils se mettent à hyperventiler, puis j'ai même pas commencé. C'est vrai? OK, oui. Fait que là, ça, c'est des gens qui ont des faibles résistances au stress. Je vais revenir à eux. À l'autre bout du continuum, tu as des gens qui ont des fortes résistances au stress. Alors, eux, ça leur en prend du stress avant de s'activer. Puis je te donne les exemples. Dans mon labo, écoute, il y a des gens, j'ai beau essayer de les stresser avec toutes les méthodes que les comités d'éthique me permettent d'utiliser, j'ai plein d'idées, je suis pas capable. Je suis pas capable de les stresser. Ouais. Et je dis toujours à la blague, ça doit être les mêmes personnes, tu sais, qu'on attend dans l'avion parce qu'ils ont mis leur bagage, puis ils débarquent pas, puis là, les procrastinateurs doivent être eux autres. Puis le trois quarts des gens disent toujours, moi, dans mon travail, dans mon organisme, je voudrais engager juste des fortes résistances. Non. Parce que si tout le monde avait des fortes résistances, on serait tous morts en 24 heures. Ce qui fait qu'on survit, c'est qu'on est différent. C'est qu'il y a de tout. On a besoin des faibles résistances. Je te donne un dernier exemple. Je t'écoute. Toi puis moi, on est dans le temps du mammouth. OK? Et là, on est au village, puis toi, tu as une forte résistance au stress, puis moi, j'ai une faible résistance au stress. Et là, on est dans le village, un mammouth débarque. Mais oui, ça prend des gars comme toi avec une forte résistance au stress pour être assez fou, prendre une lance, puis partir devant le mammouth. Mais on a aussi besoin d'une faible résistance comme moi au stress qui va penser ramasser les bébés, ramasser la bouffe, s'en aller dans la grotte dans laquelle j'ai déjà pensé mettre des doudous pour pas qu'on meure de froid. Tu comprends? Fait que si on n'a pas tous ces gens-là, on va pas réussir. Donc, les gens qui ont des faibles résistances au stress, vous êtes, voici mon message, autant, sinon plus, nécessaire que les gens qui ont des fortes résistances au stress. Et j'ai hâte qu'on comprenne ça aussi. Encore une fois, je vais peut-être dire n'importe quoi. Tu es là pour me guider puis nous orienter sur le stress aujourd'hui. J'essaie d'inculquer à mes enfants, je suis papa de jumeaux de 14 ans, que le stress peut parfois être un moteur plutôt qu'un frein. Oui. Dans mon métier, on appelle ça le trac, je pense. Donc, tu sais, avant de m'asseoir avec toi devant cette caméra-là, parce que j'ai un souci de performance, je me suis préparé, puis je suis nerveux, je ne veux pas poser des mauvaises questions, mais je l'utilise comme un élan, je l'utilise comme quelque chose qui va me rendre encore plus rigoureux pour bien faire, j'espère, mon travail, plutôt que bonjour, puis d'être un peu gêné dans mon coin. Puis est-ce que ça se peut, ça, que le stress soit positif? Oui, puis c'est ce qu'on fait dans mon labo depuis les 3 dernières années parce qu'on s'est rendu compte qu'à force de dire aux gens que le stress est négatif, ben on les stresse parce qu'on crée ce qu'on appelle des préconceptions de stress négatif parce que depuis qu'on est né, on nous dit que le stress, c'est négatif, toxique, ça va nous tuer. Puis ensuite, on s'étonne que quand un jeune a un stress normal devant un examen, ben, il fait un état de panique. Il est sûr qu'il va mourir depuis qu'il est né qu'on lui dit que le stress, c'est négatif. Donc, on a vraiment commencé à dire aux jeunes puis à tous les gens, mais oui, il y a une courbe en U inversée entre le stress et la performance puis le bien-être. Un peu de stress, c'est nécessaire. Si on n'était pas stressé, on serait tous morts. Premièrement, on n'aurait pas survécu au mammouth. On aurait dit, ah, un mammouth, bam, il nous tue. C'est fini, là. Et je vais toujours donner, le stress, c'est génial, c'est merveilleux. Je te donne un exemple aux gens. Vous allez sur une nouvelle date. Mais oui, vous allez être stressé. C'est un merveilleux stress. Vous allez vous faire les cheveux, vous allez parler, faire quelque chose. Et donc, le stress, c'est un moteur. Mais ça se peut que le moteur s'emballe. Fait que c'est comme une voiture. Il faut toujours être capable de jouer avec l'accélérateur. Mais je souhaite aux gens de vivre du stress, puis surtout d'arrêter d'avoir peur du stress. C'est un merveilleux allié. Est-ce que, quand on a une faible résistance au stress, on doit travailler à endurcir notre résistance? Et est-ce qu'inversement, ceux qui sont solides face au stress devraient un peu réduire leur résistance pour être un peu plus réactifs? Je doute que ce soit possible. Je doute que ce soit possible. La Dans les nature deux cas... va faire en sorte que la variabilité, parce que sinon, on ferait toute une régression vers la moyenne. Il ne faut pas qu'on se ressemble. C'est parce qu'on ne se ressemble pas qu'on survit. Si on se ressemble, on ne va pas toffer 24 heures. La gestion de tous ces stress-là fait partie, évidemment, de plusieurs stratégies de santé mentale aujourd'hui. C'est quoi les ingrédients d'une recette gagnante pour bien gérer notre stress, s'il en existe une? Ça, il aurait fallu faire une capsule de 74 minutes. Là. Mais il y a plein de techniques. Les gens pensent que c'est toujours compliqué, mais le plus simple, on pense trop quand on est stressé. Quand on est stressé, on a le cerveau rempli d'hormones de stress. Il n'y a rien d'intelligent qui va sortir de nous. OK? Fait que quand on est très stressé, c'est d'utiliser notre corps. Aussi simple que ça. Le corps est un outil diabolique pour arrêter une réponse de stress. Pense-y, il a parti la réponse de stress. Il est capable de l'arrêter, sinon on n'aurait jamais survécu au mammouth. Et donc, la meilleure solution, c'est vraiment, je suis fatigante avec ça, mais c'est l'exercice physique. C'est aussi simple que ça. Ça va toujours être payant. Puis là, je ne vous dis pas d'aller au gym 2h30. Là. Moi, quand je suis stressée, je monte les 5 étages de mon building 2 fois, puis je suis correct. OK? Donc, 15 en ascenseur minutes. ou à pied? Non, à pied, en courant. Non, très stressé, ça court.
cerveau. Et donc, c'est juste pourquoi? Parce que quand on est stressé, on mobilise de l'énergie, tu te souviens? Oui. Bien, si tu ne perds pas, c'est là qu'elle va aller. Et ça, tu vas te Donc, de se mettre en action. Il faut que tu perdes l'énergie que tu as mobilisée. Donc, à chaque fois que tu as l'impression que tu perds de l'énergie, tu as mobilisé de l'énergie parce que tu as eu une réponse de stress, quelqu'un t'a donné un commentaire désobligeant, etc., il faut que tu perdes l'énergie mobilisée. Alors, tu danses, tu fais n'importe quoi. Il faut que tu bouges une quinzaine de minutes, pas plus que ça, puis tu vas être capable de faire descendre tes hormones de stress, puis là, tu vas être capable de bien Donc, quelqu'un qui est en entrevue pour un travail avant d'entrer dans le bâtiment. Un autre truc, tu sais, quand on chante, on fait de la respiration diaphragmatique, puis ça fait diminuer les hormones de stress. Donc, prochaine fois que tu as une entrevue très, très, très stressante, moi, je chante dans ma voiture. Alors, je chante à tue-tête. Pourquoi? Parce que quand on chante, on fait de la respiration diaphragmatique, ça diminue de 20 les hormones de stress. Il n'y a aucun workshop de fin de semaine qui va être capable de diminuer tes hormones de stress de 2 Et c'est quoi ta chanson préférée? J'en ai beaucoup. Est-ce qu'on a droit à un extrait ici aujourd'hui? Non, ça va aller. Il va falloir qu'on commence à parler de plus en plus des effets positifs. Ben, je t'en donne l'occasion. On est à presque, c'est pour ça que je suis là. On est à presque terminer ce premier balado. Donc, des effets positifs du stress, il en existe. Nomme-en un à titre d'exemple. Mon Dieu Seigneur. Le stress augmente la vigilance. OK? Donc, mettons, je te donne un exemple. Je donne toujours des exemples de jeunes, OK? Parce qu'on travaille très fort à travailler avec les jeunes. Oui, puis qui sont, je pense, d'autant plus victimes. C'est eux qui font les états de panique devant stress, les examens. Exactement. Et donc, tu es une jeune fille, tu t'en vas dans un party, tu es adolescente, tu t'en vas dans un party, puis tu es supposée de dormir là. Toutes les chambres sont prises, il est 2 h du matin. Tu dis, c'est pas grave, je vais m'en retourner chez moi. Puis là, tu pars. Là, tu as pris un petit verre. Puis à un moment donné, en marchant, tu te rends compte que tu es toute seule sur le boulevard X et que là, tu es en danger, veux pas. Et là, bam, tu vas avoir une réponse de stress, ta vigilance va augmenter, tu vas prendre ton cellulaire, tu vas mettre ça sur 911 puis avec le doigt dessus, ben tu n'es plus une victime. Si jamais il y a quelqu'un qui avait pensé de sauter dessus, tu vas courir vite en titi. Deuxième exemple absolument parfait, on parlait de l'Ukraine tantôt, hein, un stress absolu. Un stress absolu va augmenter ta force physique de 6 à 10 fois. Je ne sais pas si vous avez vu ça passer sur les réseaux sociaux, il y a plusieurs mois de ça, l'image de cette jeune fille en Ukraine, toute jeune fille, menu, et est en train de se sauver de son village en Ukraine qui vient d'être bombardé. Et sur l'image, on voit cette jeune fille de dos. Ça fait 17 km qu'elle marche avec son chien berger allemand sur les épaules qu'elle ne voulait pas laisser derrière parce qu'il était vieux puis il allait mourir. Combien ça pèse un berger allemand? 35 kilos solide? Oui, assurément. Je peux te jurer que sans réponse de stress aigu, cette jeune fille-là n'aurait jamais été capable de transporter son vieux chien de 35 kilos. Et je suis persuadée qu'elle a été capable de faire un autre 17 km sans jamais s'en rendre compte. Toi, il y a un enfant qui prend en dessous d'une voiture, c'est sûr que tu es capable de soulever la voiture. Grâce au stress. Essaye pas ça le lendemain, par exemple. Oui. Et donc, ça a des effets positifs énormes. Bien, c'est vraiment fascinant et très intéressant. Merci beaucoup, Sonia, pour merci. ce premier balado, parce qu'il y en aura d'autres. Et oui, on parle de stress et de santé mentale en l'honneur de cette journée Belle Cause pour la cause, 15e édition cette année. Mais sachez que le stress et la santé mentale, c'est pas juste le 22 janvier, c'est partout, tout le temps. Merci à vous autres d'avoir écouté ça. Rendez-vous pour la suite.